Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous. 2 heures d'information, 2 heures de débat, 2 heures d'analyse et d'explication sur la situation économique, sociale, politique. Vous êtes dans Parlons Vrai chez Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, donc merci d'être avec nous. 0826 300 300, vous avez l'habitude. Vous n'hésitez pas, vous prenez la parole, vous parlez, vous vous exprimez, vous partagez vos points de vue. 10e journée de manifestation contre la réforme des retraites. Pour certains, ça suffit. Pour d'autres, il faut continuer. Dites-nous ce que vous en pensez. La réforme est toujours entre les mains du Conseil constitutionnel. Grève, blocage aujourd'hui. Comment vous organisez-vous pour aller travailler, pour aller en cours, pour honorer des rendez-vous importants? L'antenne de Sud Radio est à vous. 0826 300 300. Les manifestations sont massives, mais les syndicats, malgré leurs appels, n'arrivent pas à bloquer le pays. Pourquoi? Les grèves ne sont pas toujours très suivies. Pourquoi? Laurent Berger propose de lancer une séquence de médiation. Le président de la CFTC, membre de l'intersyndicale, sera avec nous dans un instant. Et ce matin, jusqu'à 12h30, vos témoignages. Entre 11h et 12h, débat sur la violence des activistes qui prônent la radicalité. La violence est le mode de conquête du pouvoir le plus ancien. Violence, pourquoi? Où sont les responsables? Recrudescence de la violence. Encore une fois, je poserai la question. Pourquoi? Vous nous dites 0826 300 300 et débat entre 11h et midi. À 12h05 avec nous, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Emmanuel Macron crée un climat de guerre civile, dit Fabien Roussel, qui s'expliquera guerre des gauches. Dans la première circonscription de l'Ariège, la candidate LFI affrontera au second tour la candidate socialiste Martine Froger, qui sera avec nous à 10h45. Dans quel monde vit-on? Avec vous, Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Nouvelle fusillade dans une école américaine qui a fait 6 morts, dont 3 enfants, Félix. Oui, l'assaillant est arrivé en milieu de matinée hier, muni de 2 fusils d'assaut et d'un pistolet dans cette petite école chrétienne de Nashville, la capitale du Tennessee. Il a d'abord tiré à travers une porte en verre avant de se diriger vers le premier étage de cet établissement qu'il avait fréquenté en tant qu'élève. Là, il tire de nombreux coups de feu en tuant 3 enfants âgés de 8 à 9 ans et 3 adultes de 60 à 61 ans. Des enfants âgés de 8 et 9 ans. 8 à 9 ans, oui. 3 enfants. 3 adultes aussi, de 60 à 61 ans, parmi lesquels se trouve la directrice de l'établissement. Rapidement abattu par des agents arrivés sur place, l'individu a été désigné par la police comme une femme biologique, une personne transgenre de 28 ans répondant au nom de naissance d'Audrey Hale, mais son profil LinkedIn notamment semble indiquer une volonté d'utiliser désormais des prénoms masculins. Un nouveau drame en tout cas qui relance le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Ça suffit, le président Biden demande une nouvelle fois au Congrès d'agir, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. La violence armée déchire l'âme même des États-Unis, selon Joe Biden. Lors de son discours sur l'état de l'Union, il avait plaidé pour une interdiction des armes à feu semi-automatiques, comme dans les années 90. Mais pour ça, il faudrait le soutien de la Chambre des représentants contrôlée par les Républicains. Oui, interdiction des fusils d'assaut. Il est 10h33. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Parlons de cette 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec vous. Vous avez envie de réagir. Pour certains, je le disais, ça suffit maintenant. Pour d'autres, il faut continuer la lutte. Nous allons parler de tout cela, 0826 300 300. Mais tout de suite, j'appelle Cyril Chabagnier, qui est le président de la CFTC. Cyril Chabagnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Cyril Chabagnier. 10e journée de mobilisation qui sera encore très forte avec la CFTC met tout en place pour garantir la sécurité du cortège. Oui, une mobilisation a priori très forte aujourd'hui, dans des proportions équivalentes à la dernière mobilisation qui a été historique. Beaucoup de jeunes aussi, et c'est vrai qu'avec ces mouvements de violence qui s'accentuent aujourd'hui, de plus en plus de personnes
radicalisés ou de Black Blocs qui sont présents, alors évidemment pas dans nos cortèges, mais bien en amont de nos cortèges, mais nous faisons le maximum en intersyndical, tous réunis avec l'ensemble de nos services de sécurité pour garantir la sécurité justement de nos manifestants, et c'est pas toujours facile, bien évidemment. Oui, les plus violents sont en amont effectivement du cortège syndical, bien séparés du cortège syndical. Enfin, vous essayez de bien séparer les choses, si je puis dire. Hein. On essaye de bien séparer les choses. On est en contact permanent avec la préfecture de police pour essayer de localiser au mieux ces personnes qui sont violentes. Et on essaye justement de faire en sorte que le cortège avance à une vitesse qui permet à chaque fois de laisser intervenir la police pour redonner du calme dans parmi ces éléments qui sont violents. Et donc c'est pas évident. Puis on sait aussi que la plupart de ces Black Blocs cachent des affaires, se changent, donc parfois arrivent à intégrer nos cortèges dans une tenue normale et on n'arrive pas à les reconnaître, puis se rechangent pour aller quelques centaines de mètres devant et faire des actes de vandalisme. Oui. Donc on essaie de faire au mieux, mais c'est pas évident puisqu'on les identifie pas ou on les reconnaît pas toujours. C'est ça le problème. Oui, Cyril Chabagnier, ce matin, Laurent Berger a fait une nouvelle proposition. Il veut mettre sur pause la mesure dès 64 ans, le report de l'âge légal de départ à la retraite, et lancer une séquence de médiation d'un mois, un mois et demi, avec 1, 2 ou 3 personnes, c'est ce qu'il a dit, médiation, conciliation pour un compromis social. Il dit, l'intersyndicale propose ce geste d'apaisement. Vous êtes en accord avec lui ? Oui, c'est un choix que nous faisons en intersyndical. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que nous avons un mouvement social qui est inégalé. On voit bien qu'il n'y a pas de porte de sortie. Alors, il pourrait y en avoir une avec le Conseil constitutionnel qui va rendre son verdict et pour lequel on pense qu'il y a pas mal de choses qui vont être retoquées, y compris sur la procédure. Mais le Conseil constitutionnel a jusqu'au 25, voire le 25 ou 26 avril pour rendre son verdict. C'est quand même assez long et assez loin. Donc, nous avons fait la proposition, après avoir demandé au président de nous recevoir et avoir eu un refus, de mettre cette réforme sur pause, de mettre en place une médiation, de remettre les sujets sur la table, à la fois sur l'organisation du travail, sur l'emploi des seniors, sur l'usure professionnelle, mais aussi sur la question du financement, pour essayer de trouver un compromis. Et pourquoi cette médiation ? Parce que souvent dans les entreprises, quand il y a un blocage, on se sert justement de personnes extérieures pour essayer de trouver un compromis par la médiation. Et donc on s'est dit, essayons cette voie de l'apaisement, de se mettre autour d'une table, peut-être avec des experts, des économistes, d'anciens dirigeants politiques, anciens dirigeants syndicalistes, enfin des personnes qui seraient là pour essayer de trouver une voie de sortie. Oui. Cyril Chabagnier, le président de la République a refusé effectivement dans un premier temps de vous recevoir et aujourd'hui il propose de vous recevoir. Vous êtes prêt à aller le voir ? Mais on est prêt à aller le voir à la seule condition qu'ils mettent cette question de la retraite et donc la question du financement sur la table. Là, aujourd'hui, il nous tend la main, mais sur des sujets qui sont connexes, voilà, alors soit connexes aux retraites, soit carrément autres. On ne peut pas aujourd'hui, nous, tourner la page, parce que si on allait voir le président sur des autres sujets que la retraite, ça voudrait dire qu'on a fait une croix sur le combat qu'on mène depuis 2 mois, et ça, c'est pas concevable. Bon, Cyril Chabagnier, donc vous proposez cette médiation. Vous l'avez officiellement proposé au gouvernement ? Ça va être fait a priori aujourd'hui. Ça va être fait aujourd'hui. Aujourd'hui, l'intersyndicale va proposer officiellement au gouvernement une médiation. Oui, on est en train de finaliser le courrier, donc ça peut être aujourd'hui ou demain, mais en tout cas, ça va arriver assez rapidement. Bien, ça veut dire, mettons-nous autour de la table, mettez des médiateurs, des économistes, comme vous l'avez dit, hein, Cyril Chabagnier, des économistes, des spécialistes des questions sociales autour d'une même table et essayons de trouver un terrain d'accord. Est-ce que vous faites toujours de l'âge légal de départ à 64 ans une condition sine qua non ? Oui, parce que nous pensons que trouver des moyens de financement, parce que nous sommes plusieurs à être d'accord sur le fait que notre système va avoir un déficit dans les années à venir du fait de la démographie. Le problème, c'est que on n'a pas pu parler d'autres moyens de financement que cet âge légal. Et donc, on veut mettre sur la table
pour dire il n'y a pas que sur l'âge légal, il n'y a pas que sur les dépenses qu'on peut agir, il y a aussi sur les recettes. Donc cet échange qu'on n'a pas pu avoir durant les négociations parce que ça a été vraiment une ligne rouge, on souhaite l'avoir à travers des médiateurs et qu'on puisse au moins évoquer, discuter de l'ensemble des pistes possibles pour financer notre système. Alors pour financer, quelle est votre piste préférée, Cyril Chabagnier? Alors, vous allez faire des propositions, j'imagine, dans cette médiation. Oui, nous avons fait déjà plusieurs propositions. Il y a un travail important sur l'emploi des seniors qu'on doit faire, puisqu'on sait que si on a 10 à 15% de seniors qui travaillent en plus, c'est 10 milliards qui rentrent dans les caisses. On veut aussi remettre sur la table l'ensemble des aides accordées aux entreprises, parce que certaines, et donc c'est souvent des exonérations de cotisations, donc c'est de l'argent en moins pour les retraites. Certaines de ces exonérations ont un effet sur l'économie, sur l'emploi, et on n'est pas dogmatique, on les garde. D'autres ont été démontrées par la Cour des comptes qui n'avaient aucun effet. Donc ceux-là aussi, on pourrait les supprimer, ce qui fait des milliards qui rentrent. On a un problème aussi sur les exonérations de cotisations dues à la loi Fillon. Vous savez qu'à partir de 1,6 SMIC, enfin, en dessous de 1,6 SMIC, il y a des exonérations, ce qui nous crée un double problème, manque de financement et aussi une trappe à bas salaire. Dans un moment où on a une inflation importante, beaucoup d'entreprises refusent d'augmenter les salaires parce que dès que ça dépasse 1,6 SMIC, ils n'ont plus d'exonération. Et on a proposé aussi d'avoir une légère augmentation de cotisations, en particulier du côté employeur, sans que ça puisse bouleverser la masse financière et donc l'emploi pour les entreprises. Donc on fait des propositions qui vont aussi sur le fait qu'on ait plus d'argent, donc sur les recettes et pas que sur les dépenses. Voilà. Bien, vous faites des propositions. Dernière chose, les manifestations rassemblent énormément de monde, mais malgré les appels au blocage de certains syndicats, la France n'est pas bloquée et les grèves ne sont pas massives. Pourquoi ? Alors, les grèves sont quand même massives, parce que mettre 10 fois dans la rue plus d'1 million de personnes... Je ne parle pas, je parle pas des rassemblements, des manifestations, Cyril Chabagnier. Je parle des grèves. Les grèves, même dans les services publics, ne sont pas massivement suivies. Les grèves ne sont pas massivement suivies. C'est d'ailleurs pour ça que dans la plupart du temps, on fait des grèves sur une journée. Les grèves reconductibles, c'est très compliqué. Mais il ne vous a pas échappé qu'on est dans une situation où on a une inflation à 2 chiffres. On est dans des gros problèmes de pouvoir d'achat. Moi, la CFTC, par exemple, je n'ai pas de caisse de grève. Donc, les personnes perdent du salaire. Et dans le contexte actuel, c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, le gouvernement comptait un peu sur ça, sur le fait que ces manifestations et ces grèves se passent en hiver, se passent dans un moment d'inflation important. Ils ont dit ça ne va pas durer longtemps. Or, on voit que le mouvement dure, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se rassemblent et beaucoup de gens qui font grève, mais on ne peut pas le faire sur une durée incroyable. Et vous savez, moi je vois dans mon organisation, beaucoup de personnes se relaient en fait. Dans des entreprises, on n'a parfois que 10-15% de grévistes parce que ça suffit pour arrêter l'activité. Et le lendemain ou le surlendemain, c'est 10 ou 15% de nouveaux grévistes. Voilà, parce qu'on peut pas, les mêmes personnes ne peuvent pas enchaîner sur une semaine dans le problème inflationniste qu'on a aujourd'hui. Bien, dans tous les cas, information importante, vous proposez, c'est donc l'intersyndicale qui propose officiellement cette médiation au gouvernement. Merci Cyril Chabagnier. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. 2 réactions d'auditeurs. Didier, consultant qu'on a déjà eu, qui va manifester à Paris aujourd'hui. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, vous avez entendu proposition de médiation. Tout à fait, je crois qu'il faut souligner une nouvelle fois le sens des responsabilités des organisations syndicales, quelles qu'elles soient. Et pourtant, vous voyez, moi je ne suis pas syndiqué. Et je reconnais que leur démarche est quand même... Et c'est là où je ne comprends pas cette attitude, cet entêtement invraisemblable de la part de gouvernement, du président de la République. Enfin, c'est quand même... En plus, sur une réforme où je reviens, effectivement, je l'ai déjà beaucoup dit, mais il n'y avait pas d'urgence. C'est pas tout à fait ce que dit Cyril Chabagnier. Il y a un problème de financement. Il y a un problème de financement à moyen terme, dû à la pyramide des âges. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas une obligation de boucler une loi qui soit applicable au 1er septembre 2023 et qui met le pays dans la situation où elle est. Parce que là aussi, vous le soulignez à juste titre, les grévistes sont à la fois, les mobilisations sont à la fois très nombreuses et les grévistes sont très responsables. Alors certainement que les enjeux de pouvoir d'achat doivent compter, mais je crois qu'il y a aussi un parti pris nouveau, et ça il faut le souligner, c'est quand même que les gens font gaffe
à ne pas non plus bloquer, emmerder. Moi, je n'ai pas oublié les agents de la SNCF qui ont évité au retour des vacances scolaires de février, qui n'ont pas foutu le bazar. Ils pouvaient arrêter totalement les transports, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des grèves tournantes intelligentes, et je pense que ça aussi, ça mérite d'être considéré et pris en compte. Après, sur la réforme elle-même, votre intervenant prédécesseur a eu raison de le souligner. Dans la démarche et dans la discussion, il y a quand même un paquet autour de l'emploi et des réformes nécessaires pour remettre les jeunes au boulot, pour remettre les plus de 50 ans Même si l'emploi s'améliore en France, Didier, et ça, c'est une réalité. Il y a encore 7 points d'écart, par exemple, avec l'Allemagne. On aurait ces 7 points supplémentaires, on ne se poserait pas la question des déficits du régime des retraites. Même si en Allemagne, il y a des manifestations sociales, mais des difficultés, notamment, c'est une question des salaires en Allemagne. C'est vrai, des salaires et des jobs... et des jobs précaires, plus précaires même qu'en France. Il y a plus de précarité dans l'emploi en Allemagne qu'en France. Victor est avec nous, Argelès-sur-Mer. Bonjour Victor. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Victor, vous êtes pour la réforme des retraites, Victor? Ah oui, absolument, à 100%. Mais on est obnubilé par un chiffre 64. Oui. Moi, d'après ce que je sais, c'est au niveau des annuités. Oui. On a toujours parlé de 43 annuités. Oui, Moi, on accélère un peu le rythme, simplement. Oui, absolument. Moi, quand je suis parti à la retraite, il fallait avoir 42 annuités, c'est-à-dire 168 trimestres. J'ai commencé à 17 ans, je suis parti à 59 ans et demi. Donc, le jeune qui commence à travailler à 21 ans, il va avoir le droit de partir à 64 ans, puisqu'il aura ses 43 annuités. Oui. Par contre, le jeune qui malheureusement commence à travailler à 24 ans, il peut partir à 60 ans, sauf qu'il aura une décote. Et ça, on ne le dit pas. Oui, non, mais c'est vrai, vous avez entièrement raison. Victor, est-ce que le président de la République doit céder ou pas? Ou attendre la décision du Conseil constitutionnel? Alors, je tiens à dire que je ne suis pas pro-Macron, loin de là. Mais pour sauver notre régime de retraite par répartition, on est obligé de passer par la réforme des retraites. C'est comme la guerre de Troie, la réforme des retraites aura lieu. Ça, c'est certain. Merci Victor, merci Didier, merci à tous les deux. Nous allons poursuivre le débat 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, dans un instant, je suis avec Martine Froger, qui est candidate socialiste dans la première circonscription de l'Ariège. Second tour dimanche prochain face à la candidate LFI. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous avons en ligne Martine Froger. Martine Froger est la candidate socialiste de la deuxième... Qu'est-ce que je dis deuxième? De la première circonscription de l'Ariège. Martine Froger, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous, candidate socialiste. Vous avez été devancée dimanche dernier au premier tour par la candidate LFI Bénédicte Taurine qui a réuni 31,18% des suffrages. Vous avez réuni 26,42% des suffrages. Martine Froger, vous êtes candidate au second tour. Pas de désistement. Absolument pas. Alors, une petite subtilité, vous dites candidate socialiste, du Parti socialiste non, puisque le Parti socialiste soutient la candidate LFI, mais je suis soutenue par les socialistes d'Ariège, puisque nous avons refusé l'accord NUPES. Donc Martine Froger, vous avez remarqué que je n'ai pas dit du Parti socialiste, j'ai dit socialiste. Parce que vous êtes socialiste. Vous êtes socialiste, Martine Froger. Je suis socialiste depuis très longtemps et j'emporte les valeurs. Vous emportez les valeurs. Non, mais parce que Boris Vallaud, ce matin, tiens, écoutons Boris Vallaud, qui était l'invité de Sud Radio ce matin de Patrick Roger. L'usage est celui-là que la candidate ou le candidat de gauche arrive en tête, c'est l'usage ancien, soit soutenu par toutes les forces de gauche. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous me demandez quelle est la situation. Il y a eu le Conseil national du Parti socialiste qui s'est prononcé pour ou contre le soutien, c'est-à-dire l'exécution de l'accord de juin dernier, puisque c'est l'annulation de l'élection de juin dernier. Et à une majorité, le Parti socialiste a décidé de confirmer l'accord et de soutenir Bénédicte Taurine. Et donc je suis, moi,
comme socialiste en soutien à la candidature de Bénédicte Taurine. Si j'ai bien compris, Martine Froger, Oui. le Parti socialiste ne soutient pas une socialiste. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, une socialiste suspendue pour avoir désobéi. Ceci dit, moi, je suis portée par la Fédération de l'Ariège à plus de 95% et à tous les électeurs. Je réponds aussi à tous les électeurs qui m'ont élu. Il est hors de question que j'enlève ma candidature parce que Olivier Faure me le demande. Non, ça c'est sûr que non. Et jamais il a contacté. Ça se décide en petits groupes. Les militants sont même pas consultés. C'est comme l'accord au moment où on a fait l'accord avec la NUPES, enfin où le Parti socialiste a fait l'accord avec la NUPES. Les militants n'ont jamais été appelés à voter. Donc ça. C'est pas possible, non. Alors donc nous sur notre département de l'Ariège, 95% des militants ont voté pour que je reconduise ma candidature. Je vais pas leur dire aujourd'hui, non, j'enlève ma candidature. Non, c'est pas possible. Martine Froger, ça va être serré dimanche prochain face à Bénédicte Taurine. Si jamais vous êtes élu, vous siégerez où à l'Assemblée nationale? Dans le groupe socialiste? Ça va être difficile, non? J'ai quand même écrit à Olivier Faure que... Oui. Si j'étais élu, je lui demandais de siéger dans le groupe du Parti socialiste, mais que je ne voulais pas être affilié à la NUPES, que je ne voulais pas adhérer à la NUPES. J'ai toujours pas de réponse. Oui. Et sinon, je verrai, je vais observer, mais je vais d'abord me tourner vers ma famille socialiste. Oui. Vous êtes soutenu par Carole Delga, par le maire de Montpellier, enfin, etc., etc. Vous êtes aussi soutenu par la candidate Renaissance. Est-ce que vous êtes une candidate Macron cachée? Pas du tout. Je suis contre la politique très verticale du président Macron et très très brutale. La candidate Renaissance le sait très bien. Moi, j'étais pas là j'étais pas à la préfecture quand elle a appelé à mettre les voix sur ma candidature, à reporter ses voix sur ma candidature. Ça n'engage qu'elle. Elle le fait. Bon, moi en tout cas, elle connaît mes convictions et elle sait que je suis très éloignée de la politique de Macron. Qu'est-ce qui vous sépare de Bénédicte Taurine? Vous êtes toutes les deux à gauche. Oui, on est toutes les deux à gauche, mais là, il y a un vrai choix de société à faire. LFI, parce qu'elle dit qu'elle est socialiste. Elle n'est pas socialiste, Bénédicte Taurine, elle est LFI. Donc, elle est LFI. LFI, moi, aujourd'hui, c'est des gens qui suppriment le débat. C'est un chaos, c'est le tumulte pour le tumulte. Moi, je veux incarner une gauche de responsabilité, une gauche de progrès, une gauche humaniste, une gauche qui construit, une gauche qui s'oppose à Macron, mais qui propose. Voilà, il faut qu'on remette le débat au centre des chambres parlementaires. Est-ce que vous manifestez contre la réforme des retraites aujourd'hui? Je suis allé à chaque manifestation, oui, bien sûr. Là, je suis à Axles-les-Thermes, mais cet après-midi, je serai à Foix pour manifester contre la réforme des retraites, que je trouve injuste et brutale, notamment pour les personnes les plus défavorisées, bien sûr, encore une fois. Bien, merci beaucoup Martine Froger. Merci. Avec plaisir. Nous allons suivre tout cela avec attention. C'est la première élection législative derrière depuis le début de la contestation de la réforme des retraites. C'est pour ça que sur le terrain politique, c'est très intéressant. Il est 10h56, première circonscription de l'Ariège. 10h56, vous êtes avec nous et je vous en remercie. C'est un plaisir de vous savoir là. 0826 300 300. Nous allons débattre. Vraiment, ça va être passionnant jusqu'à midi et demi. Nous allons débattre entre 11h et 12h sur la violence. Parce que, évidemment que vous l'avez remarqué, vous avez vu les images, vous avez entendu tous les témoignages des activistes prônent la radicalité. Il y a la violence de certains manifestants extrémistes. Il y a aussi la violence policière. Alors, violence pourquoi? Où sont les responsabilités? Recrudescence de la violence. Nous allons débattre de tout cela entre 11h et midi. Et ensuite, je recevrai à midi 5 Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, la mobilisation contre la réforme des retraites s'annonce encore très forte aujourd'hui. Nous allons voir, nous allons suivre, ne faisons pas de pronostics. Les grèves ne sont pas massivement suivies. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de coût de la vie, tout simplement. Aujourd'hui, il y a cette proposition de médiation qui est très intéressante, qui vient de l'intersyndicale, je dis bien de l'intersyndicale,
syndicale. Nous avions, il y a quelques minutes, le président de la CFTC qui confirmait une lettre va être envoyée au président de la République. Que demande l'intersyndicale? Une pause et une médiation. Que des médiateurs soient nommés pour essayer de trouver des solutions, notamment des propositions sur le financement de nos retraites, le financement des retraites, qui est l'un des cœurs de la réforme. Bien, nous verrons bien ce que va répondre le président de la République. En attendant ces derniers jours, et notamment à Sainte-Soline, mais aussi lors de la dernière manifestation, il y a eu des violences, des actes de violence qui ont marqué les esprits. Violence de la part de manifestants extrémistes, violence aussi de la part de la police. Alors la violence, est-ce que la violence s'est installée aujourd'hui? Pourquoi cette violence? Qui est responsable de cette violence? Eh bien, pour en parler, nous avons 3 invités. Sabrina Agresti-Roubache, qui est députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-François Amadieu, qui est sociologue. Bonjour Jean-François. Et Vincent Bringard, qui est avocat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les 3 pour débattre. Mais pour commencer, nous allons écouter le témoignage de Babac. Babac est commerçant à Nantes, gérant d'une boutique, et il en a assez de voir sa boutique fermée et parfois même saccagée les jours de manifestation. Bonjour Babac. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes fermé aujourd'hui ou pas? Non, malheureusement non. Je ne peux pas me permettre de fermer ma boutique. J'ai des impératifs économiques et également par crainte de dégâts, je suis là pour assurer le coup. C'est-à-dire pour protéger la boutique, quoi, si j'ai bien compris. Oui, malheureusement, oui. S'il y a un incendie, s'il y a des dégâts, il faut que je sois sur place pour pouvoir assurer rapidement, pour pas intervenir tout simplement. Alors vous n'avez pas été épargné depuis le début de ces manifestations? À vrai dire, si. Disons que si, j'ai été épargné. J'ai croisé les doigts pendant longtemps, j'ai été épargné. Pendant longtemps, ma boutique est passée à la trappe jusqu'à le 21 mars où des manifestants extrémistes ont attaqué donc de la Bloc, clairement, sur la marche des flambeaux organisée à Nantes, qui était une manifestation autorisée, où il y a eu des gros dégâts dans mon agence, où la porte de mon agence, qui est spécialisée en rachat de métaux précieux, a été défoncée, clairement, où les vitrines ont été saccagées. Mais je ne déplore aucun vol commis ce jour-là. Donc c'était purement de la destruction et non pas de la tentative de vol, car il n'y a tout simplement pas grand-chose à voler. Donc je dirais que c'était une semaine ultra stressante. Aujourd'hui, je suis calfeutré derrière mes protections en bois que j'ai mis et ça impacte énormément le commerce. Ben oui, j'imagine. Que dites-vous aujourd'hui? Vous en avez assez de ces manifestations ou vous les soutenez ou quel est votre... Comment regardez-vous tout cela? Alors moi, je suis un Français comme tous les autres. J'ai peur pour l'avenir, j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur de devoir ne pas bénéficier de retraite. J'ai été indépendant pendant très longtemps. Je connais pas l'avenir. Donc, quelque part, je soutiens ce mouvement contre la réforme. D'un autre côté, je condamne les violences gratuites, sans fondement. Après, je pense que les actes qui ont été commis sur ma boutique, c'était purement symbolique. C'était pas pour cibler l'économie de mon commerce. Je pense que c'est des groupuscules qui n'ont aucun fondement politique, aucune idéologie. Ils sont là juste pour casser. J'ai envie de les qualifier comme de hooligans, qui est clairement dedans lorsque je les ai rencontrés ce soir-là. Vous avez discuté avec eux? Vous avez parlé avec eux? Oui, j'ai discuté avec quelques-uns qui prônaient la révolution devant ma boutique. Moi-même qui viens d'un pays qui a connu une révolution dans les années 80. Je leur ai informé qu'on n'est pas en dictature, donc la révolution, s'ils veulent la faire, il faudra la faire en se levant le matin pour aller travailler. Au lieu de passer leur soirée à boire de l'alcool et à défoncer les commerces. Donc, je suis mitigé parce que dans les manifestants, on ne peut pas tous les mettre dans le même lot. Il y a des manifestants, il y a des retraités, il y a des gens qui viennent manifester pour défendre notre pays, nos citoyens.
Mais d'un autre côté, on va avoir des groupuscules que je qualifierais même pas de gauche. Hein. On peut pas dire que ce sont des gens d'extrême gauche. Ce sont juste des hooligans. Ils ont aucun fondement. Ils viennent. Pour moi, il y avait autant de skinheads que de Antifa dans les Black Blocs. Donc, et dedans, vous mélangez les jeunes là qui n'ont pas d'autre idée que de dire bah tiens, je vais peut-être piller une boutique de fringues ou un commerce gratuitement. Donc dedans, il n'y a aucune idéologie, et heureusement, parce que je pense que s'il y avait une idéologie, il serait encore plus dangereux. Merci Babac pour votre témoignage, très intéressant ce témoignage. Réaction, Sabine Agresti. Sabrina. Sabrina, pourquoi je dis Sabine? Sabrina. Ça me va bien. Non, ben, la réaction, c'est que moi qui ai des sœurs commerçantes, elles ont eu aussi à Marseille. L'une de mes sœurs a eu son tableau de prix brûlé, mais pas parce que c'était ma sœur, hein, personne ne savait que c'était ma sœur, c'est juste... Oui. Alors, non seulement je partage, et je pense que c'est bien de faire de séparer les choses du bruit qu'elles font. C'est Sénat qui disait ça. Je pense qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, évidemment. Pour reparler de la médiation, bien sûr que oui, c'est le moment. Moi, je pense que c'est le moment. C'est le moment où vous adhérez à cette médiation demandée par les syndicats, là. C'est intéressant, vous êtes député Renaissance. Je suis députée et c'est un tout nouveau mandat pour moi, c'est un premier mandat. J'ai moi-même été syndiquée dans ma boîte de production. Voilà, donc nous, dans l'intermittence, on a quand même un certain corpus. Et sur les violences, moi qui viens justement de l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe, à Marseille, j'en parlais avec vos invités juste avant. Vous savez, ces bourgeois qui viennent s'encanailler, on connaît trop ça, nous, dans les quartiers. Moi, je supporte plus, en fait, ces choses qu'on mélange, c'est-à-dire, on n'est pas d'accord, on vient, on brûle, on casse, et puis c'est normal parce qu'on veut faire la révolution. Je rappelle quand même, par exemple, parce qu'il disait, je viens d'un pays qui a fait la révolution. Je rappelle une révolution récente dont plus personne ne parle, celle en Algérie, enfin, les manifestations, le Hirak, qui a été un magnifique mouvement où les manifestants ramassaient les déchets et s'organisaient. Ça, c'est des manifestants. Ce qu'on voit ici, et on n'ose pas dire le mot, moi j'ose le dire parce que j'ai pas de crainte, c'est des racailles nouvelle génération. Ils sont bien nés, mais ils ont envie un petit peu de s'encanailler. Ils veulent faire un peu, comme on dit à Marseille, les crapules. Ça devient insupportable. Et du coup, ça gâche tout ce qu'on doit entendre. Parce que la colère sourde, la colère aveugle, qu'on voit pas, parce que on le montre pas trop dans les médias, c'est ceux qui ne supportent plus de voir le pays à feu et à sang, comme si on était une dictature. Pétard, on est en France, quoi. On est en France. On a le droit de manifester. On a le droit de pas être d'accord. On a le droit de mettre des effigies du président de la République. On a le droit de mettre un ballon. On a le droit. Il a été puni, mais il a fait quand même un député avec un ballon, avec la figure du ministre dessus. Et avec ça, vous n'allez pas en prison. Vous avez une sanction, une vague sanction dans l'hémicycle. Donc, on est en démocratie. Et moi, j'en veux beaucoup à mes collègues LFI, quelques-uns de mes collègues LFI, qui comme ils ont perdu devant les urnes, parce qu'ils vous disent, oui, on veut la révolution devant les urnes. Mais c'est bon, les urnes ont parlé. Le président de la République a été élu. On est en majorité relative. On n'a plus de majorité absolue. Les urnes ont parlé. Majorité relative, c'est d'ailleurs l'un des problèmes. Non, mais il n'y a pas de majorité dans ce pays. Mais ce que je veux dire, Jean-Jacques, c'est justement l'un des problèmes. Non, mais justement, mais ça veut dire que les urnes ont parlé. Donc, je comprends. Et puis surtout, les premiers à souffrir de ça, c'est le monsieur que vous entendez, qui supporte plus de ne plus pouvoir ouvrir son commerce. Et pourtant, il est plutôt d'accord avec l'esprit des syndicats de dire on est contre cette réforme. Et je suis dans la majorité présidentielle. Je suis pour cette réforme. Vincent Brengart, vous avez entendu le témoignage de Babac et le témoignage de Sabrina Agresti-Roubache. Que dites-vous? J'étais sensible évidemment au témoignage notamment de Babac, parce que personne ne peut se féliciter du fait qu'un commerçant aujourd'hui ait des craintes de pouvoir exercer son activité professionnelle. Maintenant, moi ce que j'observe, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de miroir grossissant qui est fait sur ces violences, et on a le sentiment finalement qu'ils viennent réduire les différentes revendications, ils viennent réduire la réalité des différentes mobilisations. Moi ce que j'ai vu, c'est que globalement les mobilisations se déroulent bien, toute la majorité est une majorité pacifique, est une majorité citoyenne qui vient aussi pour pouvoir exprimer son mécontentement vis-à-vis du gouvernement, et c'est parfaitement légitime et c'est indispensable d'un point de vue démocratique, mais on voit qu'en fait il y a un déplacement du débat sur des faits de violence qui en fait sont des faits de violence qui sont parfaitement marginaux, mais un déplacement aussi qui sert une logique qui
est une logique gouvernementale, qui est une logique de communication. Pas que gouvernementale. Non, pas elle que. sert aussi certains groupes politiques, vous le savez bien. Vous le savez bien, La preuve, les ce qui s'est députés passé à LFI étaient Sainte-Soline a été abondamment souligné aussi par Europe Écologie Les Verts et par la LFI. France Insoumise, évidemment. Et abondamment souligné aussi par le gouvernement, le ministre de l'Intérieur. C'est évident, avec des violences des deux côtés. Jean-François Amadieu, vous êtes d'accord ou pas? Oui, évidemment. Ça sert, cette violence, elle sert tout le monde, en fait, malheureusement tout le monde. Oui, on sait très très bien que les violences vont être utilisées par, j'allais dire, les deux parties. Oui. Évidemment, puisque à partir du moment où vous avez des débordements, effectivement, de peu de monde qui s'attaquent par exemple aux forces de l'ordre, c'est Sainte-Soline, automatiquement, vous allez avoir une intervention des forces de l'ordre. Et nécessairement, de façon inévitable et classique, ça va générer des difficultés et puis peut-être des blessés, etc. Donc c'est tout à fait classique. Et ça, en général, dans les conflits sociaux, ça conduit à remobiliser les troupes, ça conduit évidemment à la dénonciation de ce qu'on appelle les violences policières, etc. Donc ça, on est dans un schéma qui est très très classique. Peut-être que ce qu'il faut souligner, qui est la particularité du moment, c'est que c'est évidemment, vous le soulignez tout à l'heure, une certaine porosité qui est parfois vivement même souligné, en particulier par les députés de la majorité, entre certains militants ou certains élus de la France Insoumise et puis la mouvance qui est classique, qu'on trouve depuis le 19e siècle quasiment, qui est d'extrême gauche, trotskiste, qui est à la manœuvre. Soyons clairs, ce qu'on voit aujourd'hui, on le connaît par cœur. Le profil vous le disiez tout à l'heure très justement, ça a été même tout à fait décrit par les historiens du syndicalisme américain par exemple. On sait très très bien que les éléments politisés d'extrême gauche ou trotskistes par rapport au mouvement ouvrier, c'est une importation. Ce sont des jeunes issus de la bourgeoisie en général qui viennent. C'est toujours les mêmes. Mais la violence, c'est un mode de conquête du pouvoir très ancien quand même. Oui, tout à fait. Alors là, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez jusqu'à dire, Jean-François Amadieu, que certains partis politiques, et vous parlez d'LFI et vous parlez de certains membres d'Europe Écologie Les Verts, légitiment la violence à des fins politiques? C'est une évidence. Le point de débat... c'est une évidence. Oui, c'est une évidence. Il y a une discussion sur ce point. Et je crois qu'il faut être très prudent parce que ça jetterait l'anathème sur l'ensemble d'une formation politique. LFI. Sur l'ensemble des députés de ces formations politiques, et je crois que ça, on peut évidemment pas aller jusque-là. Voilà. Donc ça, il faut faire la part des choses. Et puis il y a une subtile distinction sur laquelle il faut revenir. Encore ce matin, j'entendais évidemment toujours, c'était je crois Mathilde Panot encore ce matin, etc. Il y a un point qui est très important. C'est où fixe-t-on le curseur de ce qui est admissible ou pas admissible dans non pas les attaques sur les personnes ou les violences physiques sur les personnes, mais sur les atteintes aux biens. Pourquoi je dis ça? Parce que, évidemment, c'est une question qui est compliquée. Il n'y a pas un droit ouvert à aller casser les boutiques des commerçants. Évidemment. Après, quand vous prenez évidemment l'histoire des relations sociales depuis le 19e siècle, ça a toujours été fait d'actions qui ne... Oui, bien sûr. Aujourd'hui, quand vous avez, dans la journée d'aujourd'hui, si vous allez, je sais pas, sur le périphérique de Caen et que vous voyez des palettes sur la route et un blocage, tout ça n'est évidemment pas légal. Donc, si vous voulez, les actions, elles ont toujours comporté, mais toujours, même mené. Je dis ça parce qu'à Caen, c'est la CFDT, c'est la CFTC, la CGT, FO, tout le monde. Donc, si vous voulez, et si vous avez quelques pneus enflammés à un moment donné sur un périphérique, on n'est pas non plus dans le cadre légal. Vous faites la différence. C'est compliqué. Une différence entre la violence, qui est une forme de violence de mettre des palettes, et le blocage, ça a toujours existé. Et on l'a toujours toléré. Et les actions, par exemple, de certains militants écologistes, qui sont de plus en plus Sainte-Soline, voilà la différence. Vous allez me dire, on a toujours jeté des pavés sur les forces de l'ordre, on le faisait en 68, etc. Évidemment. Certes, mais il y a là, sur la question des personnes, des limites qui sont franchies, il y a la question des... Et il y a certainement une différence entre le feu de poubelle et puis autre chose. Mais cette distinction n'est pas facile à faire, vous voyez, entre les deux. Mais elle est importante à maintenir quand même. Je vais donner la parole, mais je suis obligé d'observer une petite page de pub. Ensuite, je donne la parole à Vincent Wangart et à Sabrina Agresti-Roubache. A tout de suite, 11h18.
Jean-Jacques Bourdin. Bien, le débat est bien engagé. Alors, nous allons revenir sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. La violence à Sainte-Soline. Pourquoi cette violence? Qui est responsable de cette violence? Mais Vincent Bringard, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Jean-François Madieu. Non, j'étais surpris par le propos parce que j'ai le sentiment qu'il y a une forme de confusion qui est faite déjà entre les différentes formes de violence et entre les différents épisodes qu'on a pu voir. C'est-à-dire que moi, je compare pas, par exemple, la violence qui a pu survenir à Sainte-Soline ce week-end de la violence qui a pu survenir en marge des différentes mobilisations. Je pense que déjà le faire, ce serait méconnaître ce qui peut aussi fonder l'usage de cette violence, parce que je pense que ce sont deux types de violences qui ne sont pas comparables et qui ne répondent pas forcément aux mêmes finalités et aux mêmes objectifs. Quelle est la différence selon vous, Vincent Bringard? Je pense par exemple que dans le cas des manifestations, ce qu'on a pu voir dans l'usage de la violence, c'est des personnes qui sont parfaitement en marge des différents mouvements, ce qu'on a pu considérer comme, en tout cas selon le langage des pouvoirs publics, comme les Black Blocs, des personnes qui en fait sont un peu, si je puis dire, parallèles, sont un peu satellitaires par rapport au mouvement des manifestations et viennent un peu semer le trouble, mais sans pour autant véritablement partager, en tout cas moi c'est mon point de vue, les différentes revendications qui peuvent être faites par les manifestants. Et c'est vrai que selon vous, les Black Blocs ne partagent absolument pas la lutte contre la réforme des retraites. Moi, il m'apparaît difficile de considérer que fondamentalement, je pense que fondamentalement c'est pour ça. Non mais pardon, à Sainte-Soline et à Paris, il y a une différence. Les Black Blocs de Paris à l'Opéra et ceux qui sont ou à d'autres occasions dans Paris et ceux qui sont à Sainte-Soline, c'est pas les mêmes. En tout cas, je pense que le rapport à la violence n'est pas le même. C'est-à-dire que vous avez le comportement est le même. Le comportement violent est le même. Oui, mais on ne peut pas comparer les scènes de violence qui ont pu survenir le week-end dernier à Sainte-Soline, des scènes de violence qui sont beaucoup plus marginales dans le cadre des mobilisations et des manifestations. Enfin, je veux dire, ça me semble être parfaitement impossible, parce que si vous voulez, il y a un usage qui était parfaitement différent. Et même par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on parle de quelle violence? C'est-à-dire que le fait aussi de faire une confusion entre les deux, c'est-à-dire que vous allez comparer, par exemple, un feu de poubelle qui peut survenir à Paris, du fait qu'on puisse éventuellement jeter un projectile sur un CRS à Sainte-Soline. Enfin, je pense sur un gendarme, parce que c'était les gendarmes. Il y a 47 gendarmes blessés à Sainte-Soline. Il me semble qu'il y a quand même une confusion qui est faite entre les différents, comme il me semble parfaitement erroné de considérer que finalement il y aurait des partis politiques qui trouveraient, qui pourraient se satisfaire de l'usage de cette violence. Je pense en revanche qu'il peut y avoir à Sainte-Soline, il y a eu des comportements un peu ambigus, pardon. Je pense qu'il y a une ambiguïté, je pense qu'il y a un embarras. Je pense qu'il y a un embarras parce que à la fois ils sont dans l'incapacité de pouvoir condamner de façon extrêmement ferme la violence, parce que ils ont conscience aussi que cette violence s'exprime parce qu'il y a un blocage institutionnel et qui est un blocage politique, mais que de l'autre, évidemment, en tant que représentant de la nation, c'est difficile pour eux malgré tout de pouvoir cautionner l'usage de la violence, que de fait il n'est pas conforme au code pénal, il n'est pas conforme à ce que la loi peut prescrire. Mais je pense que cet embarras, encore une fois, s'exprime par le fait que, c'est ça qui est fondamental. Oui. C'est aussi la cause, c'est-à-dire que cette violence survient. Alors déjà, peut-être qu'on en parlera. Je vais en parler. Il y a aussi un état de tension. Il y a aussi un état de tension qui est engendré par les logiques de maintien de l'ordre qui sont mises en place par les pouvoirs publics, et c'est aussi des violences qui surviennent dans le cadre d'un blocage institutionnel. À partir du moment où vous avez un gouvernement qui impose sa vision des choses, et à partir du moment où vous avez des parlementaires qui sont dans l'incapacité de pouvoir véritablement exprimer une opposition, forcément que c'est pas dans l'incapacité. C'est dans l'incapacité de voter. Non. Ce qui est pas. Oui, dans l'incapacité de voter, mais si vous voulez, c'est pas tout à fait pareil. La motion de censure. Si vous permettez, je vais répondre sur le débat. Tout le monde savait parfaitement que la motion de censure allait être rejetée. Sur le blocage institutionnel, non. Sur le blocage institutionnel, ils ont bloqué. Tout le monde voulait aller à l'article 7, ils n'y sont pas allés, ils ont déposé des amendements. Vous vouliez aller au vote? Mais non, franchement. Moi. Non, mais soyons lequel de vote? Vous parlez du 49.3 là? Non, du vote sur la réforme. Mais tous les députés à peu près normaux, je crois normalement. Vous étiez favorable à aller au vote? J'étais favorable à aller au vote et je suis favorable au 49.3 puisqu'on n'a pas trouvé une autre solution. 49.3. Voilà, donc moi je suis quelqu'un de normal. 49.3, il est dans la Constitution. Après. Je suis quelqu'un de tout à fait normal, mais moi ce que j'aurais préféré même avant ça, parce que vous parliez du blocage institutionnel, et vous avez raison, l'embarras, parce qu'en fait ce qu'ont démontré les députés LFI, parce que moi j'étais dans l'hémicycle pendant 15 jours avec eux, donc je les ai vus, c'est leur incapacité à travailler. En fait ils travaillent pas, ils taffent pas, ils font rien, ils sont là, ils font du bruit, alors ils sont très bruyants, non, ils travaillent pas. Moi avec mes collègues, en tout cas, la buvette quand on discutait, est-ce que les députés de la majorité travaillent beaucoup plus? Pardon, mais bon, j'ai rarement vu un député de Renaissance. Non, mais on a
proposé quelque chose. Député Renaissance. Vous savez quoi? En tout cas, dans la norme, non, on peut pas dire que le blocage institutionnel. Non, ça c'est pas vrai. Le blocage institutionnel, vous avez raison, ils sont dans l'embarras parce qu'en fait, dans l'hémicycle, ils ont fait autre chose que ce que dehors on attendait d'eux. C'est ça en fait que vous voulez pas comprendre. Personne ne le voit. Et moi je vous le dis, dehors, c'est pour ça que maintenant ils sont embarrassés avec la violence, parce qu'ils savent très bien que s'ils avaient fait leur travail de parlementaire, projet contre projet, ils ont été le relais d'une opposition populaire. Ils ont été le relais de rien. Non, le relais de Ils ont été le relais de Mélenchon. Attendez. Et qui était dans les tribunes et qui rigolait. On va pas reprendre un débat sur l'attitude des députés LFI, l'attitude des députés Renaissance. Non, ce qui m'intéresse, c'est la violence. Cette violence qui finalement, je crois qu'on l'a dit, qui était dans l'hémicycle. Oui. J'ai regardé avec attention le vote dans l'Ariège. Le vote dans l'Ariège, vous avez vu l'abstention? J'ai vu. Je dis ça comme ça au passage, même si c'est une législative partielle. Abstention forte. Donc c'est à remarquer. Absolument. Bien. Mais je reviens sur la violence qui s'est invitée. Parce qu'au début, les manifestations n'étaient pas violentes. Évidemment. Contre la réforme des retraites. Et elle s'est invitée, cette violence. Elle s'est invitée jeudi dernier. Et surtout, elle s'est invitée à Sainte-Soline. Alors, à Sainte-Soline, on va distinguer effectivement. Rien à voir. À Sainte-Soline, d'ailleurs, la plupart des élus présents, c'était des élus Europe Écologie Les Verts, qui étaient contre ces retenues d'eau. Oui, et il est vrai, je le dis clairement, ont fait preuve d'une certaine mansuétude avec les éléments violents qui étaient sur place, avec des gendarmes mobiles et non pas des CRS à Sainte-Soline, qui ont agi différemment dans le maintien de l'ordre. On y reviendra, Jean-François Madieu. Mais aujourd'hui, cette violence est instrumentalisée de tous les côtés, c'est ce qu'on disait, instrumentalisé par les groupes extrémistes et par les partis politiques, quels qu'ils soient, par le pouvoir et par l'opposition. Mais que devrait faire alors Jean-François Madieu? Oui, alors il y a une difficulté, vous voyez, à Sainte-Soline, il y a une particularité, vous aviez raison de souligner qu'il s'agit d'une manifestation qui n'est pas autorisée. À partir du moment où vous avez une manifestation qui est interdite, quand vous êtes un député, un élu, ça pose une petite difficulté. Oui. Et même les organisations syndicales, en général, évitent de le faire. Absolument. Donc là, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Je rappelle qu'effectivement, pendant 2 ans, les manifestations ne sont jamais autorisées. Elles ont lieu un peu n'importe où, dans des conditions de désorganisation. Il faut quand même rappeler que c'est un fait exceptionnel. On a eu 2 mois de manifestations organisées par nos organisations syndicales qui ont été totalement calmes de A à Z, de façon absolument extraordinaire. Ce qui démontre, qui est très intéressant, ça démontre que plusieurs choses. D'une part qu'effectivement, là, sans doute l'erreur commise, c'est qu'il ne faut pas, il faut faire confiance au corps intermédiaire, comme on dit, car ils ont une capacité. Pour le politique, c'est plus compliqué, comme vous le rappeliez. Il y a des taux d'abstention, il y a un système qui dysfonctionne. Oui. Bon, d'accord. Mais pour les organisations syndicales, ça marche. Donc, on peut s'appuyer sur elles. Et je rappelle que depuis le 19e siècle, il faut quand même savoir que dans tous les pays, si les syndicats existent, c'est justement pour éviter que n'importe qui vienne manifester n'importe où et faire n'importe quoi. Et les syndicats sont là pour ça. Et ça marche. Normalement, ça marche. Donc, on se retrouve maintenant dans une situation que tous les syndicats avaient annoncée. C'était attendu. D'accord ? Mais ça n'est pas incontournable. Parce que pendant 2 mois, on ne l'a pas eu. Donc, et je voudrais dire que la différence entre Sainte-Soline, précisément, et les manifestations sur les retraites, sur le social, tenues par les syndicats, vous parliez de Marseille, mais c'est pareil à Marseille, c'est que si vous voulez, quand vous avez des organisations syndicales puissantes qui tiennent la maison, tout ensemble, il ne se passe rien. Il se passe rien. Oui, d'accord. Ça tient. Et surtout, quand il y a une perspective et que ça peut marcher, et là, le système peut fonctionner. C'est d'ailleurs une très bonne nouvelle pour la France, parce que je rappelle que depuis 2016, même les 1er mai étaient impossibles, les syndicats, il y avait des black blocs tout le temps, on ne gérait plus rien, sans parler des Gilets jaunes en 2018. Donc, si vous voulez, un système dans lequel, depuis 2 mois, les syndicats ont repris le contrôle de la situation est une excellente raison pour laquelle il faut que ça débouche dans les heures qui viennent. Ils font des propositions, et ça va marcher. Et raison quand même, parce qu'ils ne veulent pas perdre, cette mainmise en quelque sorte. Mais c'est leur rôle. Ils ont repris la main. C'est leur mission fondamentale dans le monde entier. Surtout, ils ne veulent pas que les violences. C'est pour ça que je fais
fait un débat sur les violences. Ils ne veulent pas que les violences débordent. Et les violences et les débordements de l'extrême gauche depuis le 19e siècle émanent sociologiquement de gens qu'on connaît. Vous avez raison, Sabrina, de le souligner. C'est en effet, les historiens du mouvement syndical l'ont largement décrit, la politisation, l'ultra-gauche n'est pas dans la culture ouvrière et syndicale. Ce sont des importations dans le mouvement ouvrier. Ce sont des gens qui appartiennent à des milieux sociaux qui n'ont rien à voir. Effectivement, d'étudiants parisiens qui vont sortir, etc. On connaît très bien, on le sait. C'est pas nouveau, ça existe comme ça depuis très très longtemps. Et c'est un problème pour le mouvement syndical. C'est connu depuis très longtemps. Nos syndicats affaiblis depuis quelques années ont souffert de ça parce qu'ils étaient affaiblis. Ils se refont une santé en ce moment. J'espère que ça se confirmera. Moi aussi. Il le faut, parce que c'est la clé. Je voudrais dire qu'à Sainte-Soline, ce qui manque pour finir... C'est le Conseil constitutionnel et Emmanuel Macron aussi. Il est là, soyons clairs. On sait depuis 2 jours, quasiment, qu'en effet, la solution de sortie de crise est trouvée. Ça va la médiation. C'est une astuce. La médiation, personne ne croit que les médiateurs vont inventer le compromis. C'est juste une façon des... Oui, mais si tout le monde se met autour d'une table... Oui, mais bien sûr. D'ailleurs, Laurent Berger l'a dit. En fait, vous avez bien compris que c'est juste une astuce pour ne pas que le gouvernement ne disent pas ou que l'Élysée ne soit pas obligé de reconnaître qu'il met les choses en pause. Mais techniquement, ça reviendra au même. Donc il fallait trouver l'astuce, elle est trouvée, c'est très bien. C'est la porte de sortie pour tout le monde. Oui, c'est une porte de sortie honorable pour tout le monde, on connaît ça par cœur. Bon, elle est trouvée, c'est très bien. Mais je voudrais dire qu'à Sainte-Soline, ce qui manque, et sur d'autres sujets, à la différence des questions sociales, là on est sur les questions de climat, etc., c'est qu'il n'y a pas de système de représentation, de système de négociation, de système institutionnalisé comme on l'a créé dans le monde entier pour les domaines qui concernent le travail. Entre les patrons, les syndicats, etc. Ça n'existe pas à Sainte-Soline. Vous rassemblez qui ? Il n'y a pas de volonté de médiation non plus. Oui, mais vous négociez avec qui ? Vous faites comment ? Ce qui manque, c'est ça. Des pouvoirs publics, eh bien, qu'ils organisent une possibilité de médiation. Moi, si vous voulez, même par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je crois là encore qu'il faut bien parler des sujets qu'on évoque. C'est-à-dire que déjà, vous avez parlé tout à l'heure de manifestations non autorisées. Déjà, juridiquement, les manifestations non autorisées est un non-sens. C'est-à-dire que en France, les manifestations sont soumises à un régime déclaratif. On parle éventuellement de manifestations interdites, mais il n'y a pas d'autorisation à manifester. Et même lorsque vous regardez d'ailleurs la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, même d'ailleurs face à des manifestations qui ne sont pas toujours autorisées, voire même interdites, elle peut apprécier l'exercice, encore une fois, de cette liberté de manifestation. Moi, ce qui me frappe à Sainte-Soline, et je pense que c'est comme ça dont on doit discuter aussi, c'est quand même aussi le déploiement de force et l'annonce de la violence. Alors, on va en parler, la violence, effectivement, la différence entre les gendarmes mobiles et les CRS, allez, il est 11h33, vous êtes sur Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h36, le débat est animé, je vous le dis, vous voulez vous mêler au débat, c'est pas compliqué, 0826 300 300. Bon, vous finissez, Vincent Bringard, sur Sainte-Soline, la violence, qui est une violence voulue par certains éléments qui sont venus. Ce sont des actions de militants écologistes militants écologistes, extrémistes, on ne sait pas trop d'où ils viennent, d'Europe entière, mais même d'ailleurs, puisqu'on a même, je crois, identifié des manifestants qui venaient de Nouvelle-Zélande pour affronter les forces de l'ordre, pour affronter les forces du capitalisme. C'est ça, hein ? Mais déjà, là encore, je veux dire, on ne connaît pas précisément la composition des personnes qui viennent, mais ce qui est certain, c'est que vous avez à minima une grande majorité qui vient pour exprimer son mécontentement et son opposition face à un. Mais je vous parle de ceux qui ont balancé divers projectiles sur les forces de l'ordre. Mais là encore, je veux dire, on peut pas. Il me semble qu'on peut pas réduire quand même un mouvement de contestation qui aussi porte des ambitions qui sont des ambitions écologiques parce qu'ils considèrent que les méga-bassines sont contraires à un certain nombre d'engagements que nous-mêmes nous prenons et sont même à contre-courant de ce que nous devrions faire, le résumer aux différents manifestants. Enfin, je veux dire, qui en tout cas, eux, utiliseraient la violence. Parce que vous posiez tout à l'heure la question de savoir qui va instrumentaliser ces scènes de violence et à qui elles profitent. Très honnêtement, par exemple, vous pensez qu'à Sainte-Soline, les scènes de violence vont profiter aux manifestants ? Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui se dit « Ah bah c'est bien, il y a eu des scènes de violence, donc je suis un peu plus convaincu ». Il y a des militants écologistes qui prennent, qui prennent les actions violentes et ils sont
sont de plus en plus nombreux. Il y a des militants écologistes qui peuvent éventuellement prôner la désobéissance civile. Non, plus que la désobéissance civile. Non, hier, j'avais un spécialiste de ces mouvements qui nous expliquait, qui a beaucoup enquêté sur les mouvements. Aujourd'hui, il y a des mouvements écologistes radicaux qui prônent une violence, une vraie violence. Oui, physique, non, mais on va le dire. Physique, mais bien sûr. Bien sûr, ça existe. Mais bon, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Faire comme ça n'existait pas, mais en tout cas, pas réduire. Est-ce que c'est un moyen? La question, mais la violence a servi dans l'histoire. La violence a servi pour renverser le pouvoir. Non, les pouvoirs, quels qu'ils soient. Je pense effectivement que la violence a servi. Et d'ailleurs, on peut même prendre en exemple ce qui s'est passé au moment des manifestations et mobilisations des Gilets jaunes, où finalement Emmanuel Macron a lui-même réagi à ces différents actes de violence en décidant un certain nombre de revendications. Mais simplement, encore une fois, moi, j'alerte sur la nécessité, encore une fois, de ne pas tout confondre. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, lorsque je regarde la mobilisation des réformes des retraites, qu'on n'a pas non plus basculé dans un chaos et dans des émeutes. Non, mais je suis d'accord avec vous. Vous avez raison. C'est bien ce que j'ai souligné plusieurs fois. Le débat, c'est de se dire. Non, mais le débat, c'est de se dire. Je suis d'accord, parce que le débat, c'est de se dire, c'est simplement, lorsqu'on regarde notamment certaines chaînes de télévision, qu'on a le sentiment que la France aurait basculé comme ça dans une forme de chaos. Mais parce que les chaînes de télévision ne s'intéressent qu'aux feux de poubelle. Pardon, les chaînes de télévision continuent. C'est pas là que ça se fait. Envoient leurs journalistes devant un feu de poubelle. Mais c'est là, vous voyez. Attends, la France, c'est pas les chaînes de télévision continue quand même. Mais sauf que par exemple, pour toutes les personnes qui n'assistent pas directement à une manifestation, ils peuvent penser en regardant ces chaînes que ça se réduit à ça. Et donc vous pensez. Mais c'est pour ça que c'est peut-être à nous et simplement par rapport à ce qu'on disait. C'est ça qu'on fait ces débats. Et par rapport à ce qu'on disait, par rapport à l'instrumentalisation de l'acte de violence et par rapport à l'instrumentalisation de ces différentes scènes, il faut aussi prendre en considération la courroie médiatique qui permet aussi de relayer ces mêmes scènes. Moi, je pense simplement que la courroie médiatique est quand même davantage du côté du pouvoir qu'elle ne l'est des manifestants. Alors, Vincent Bringard, je pense quand même, pour en revenir à Sainte-Soline, que si les manifestants pacifiques étaient là pour contester, pour s'opposer à la création de ces retenues, avaient pris leur distance avec ces éléments extrémistes qui n'étaient là que pour certains élus au passage, la gendarmerie. Voilà. Peut-être que ça aurait servi leur cause d'une meilleure façon. Me semble-t-il. Parce qu'il faut rappeler que ces militants ne sont pas là. Non, mais ils ne sont pas là à cause du ministère de l'Intérieur. Il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Moi non plus, j'y étais pas. Je ne peux pas parler à leur place parce que je ne l'étais pas. Mais simplement, je veux dire, il faut quand même là aussi qu'on se pose la question, comment en arrive-t-on dans un régime qui se revendique comme étant démocratique à se dire que une opposition donne lieu. On est en démocratie. On peut encore en discuter. Non, on se revendique pas. Non, il faut aller dans des dictatures pour savoir ce que c'est une dictature. Simplement, on est en démocratie. Une opposition dans un régime que vous définissez en tout cas comme une démocratie donne lieu à ce que vous ayez plusieurs personnes qui soient aujourd'hui entre la vie et la mort pour manifester et Afghanistan. Vous pensez qu'aujourd'hui nous vivons dans un régime qui n'est pas démocratique? Alors moi je pense en tout cas, ce qui est sûr c'est que je m'attends à ce que... Il faut l'expliquer à mes copines iraniennes ça. Franchement, il faut l'expliquer parce que c'est un grand moment où je vis. Moi je connais parfaitement la situation notamment certains pays étrangers, notamment la Guinée, le Tchad, etc., des pays qui basculent effectivement dans le despotisme et pour le coup qui sont véritablement des dictatures. Moi je dis simplement que le régime tel qu'il est prévu de la Ve République est un régime qui est parfaitement dysfonctionnel. Régime dysfonctionnel parce que vous avez... Alors déjà, on a parlé tout à l'heure, Emmanuel Macron qui était... Mais vous êtes d'accord, on est en démocratie. Rassurez-moi parce que je termine. Moyennant déjà une majorité qui est extrêmement relative et avec un Parlement qui n'a plus la capacité de s'exprimer. Justement, moi j'ai juste une question. Vous soulignez qu'Emmanuel Macron, ce qui est vrai, a été élu avec une majorité relative. Quel est l'élu aujourd'hui qui a été élu avec une majorité non relative? Vous en connaissez un, vous? Mais c'est pas ça le propos. Non, mais le propos c'est de dire, si vous voulez, vous ne pouvez pas... Le procès en légitimité, il peut se faire aujourd'hui... Il peut. Mais vous ne pouvez pas gouverner. Vous ne pouvez pas gouverner de façon autoritaire, comme si vous aviez un assentiment majoritaire extrêmement fort et une expression. Et d'ailleurs, il avait déclaré lui-même à l'issue de son élection en disant ça m'oblige, les résultats m'obligent. Et on a le sentiment finalement que c'est comme si entre-temps il y avait une espèce d'adhésion populaire plus forte qui était née, sans pour autant qu'on puisse en voir. Mais pour en revenir, l'expression et qui donnerait lieu à des réformes autoritaires. Ce pouvoir n'est pas démocratique. Mais
en fait, ce pouvoir n'est pas... Alors, je vais vous expliquer très clairement. Il y a deux solutions. Ce pouvoir n'est pas démocratique. Pardon, je finis. Oui. Il y a deux solutions. Soit, vous allez nous expliquer en quoi il n'est pas démocratique et quels efforts il faut faire pour aller vers une démocratie. Mais d'un autre côté, vous savez que certains manifestants, notamment, souhaitent un autoritarisme étatique. Vous savez que ça existe, Vous ça savez aussi. que c'est 62% c'est beaucoup même de responsables politiques souhaitent ça. Vous le savez, Vincent Moingard. Là, vous crieriez aussi au déni démocratique, j'imagine. Mais simplement, pour terminer sur le déni démocratique, l'idée qui me semble-t-il essentielle, c'est que vous avez des troubles de fonctionnement de nos institutions. C'est-à-dire que vous avez déjà un pouvoir exécutif qui parvient à exprimer et à exercer sa volonté de d'imposer les réformes par le biais en fait d'instruments qui sont présentés comme des instruments constitutionnels. Sauf qu'en réalité, l'existence, alors soit l'existence du fait. Ah non mais soit l'existence. Finissez, Vincent Moingard. Non mais simplement, non mais on voit parfaitement. Mais vous pouvez en rire. Moi je sais pas en rire. Mais ils sont pas présentés. Je vous écouter. Mais simplement, laissez parler Vincent Moingard. On le laisse parler depuis tout à l'heure, je dirais. Il suffit de mettre bout à bout les différents éléments. C'est-à-dire, vous avez encore une fois un président qui est élu avec une majorité relative qui aurait dû imposer à ce qu'il fasse davantage de prudence et discernement dans la manière dont il s'exprime et dans la manière dont il cherche. Ça, c'est l'exercice du pouvoir. C'est pas tout à fait pareil. Alors, Vincent Moingard, il y a les conditions d'une élection. S'agissant du Parlement, on le voit par exemple sur la question de la réforme des retraites. C'est que à peine vous avez permis éventuellement à ce qu'un débat puisse s'instaurer, qu'on fait usage de l'article 49.3 en sachant pertinemment que par le fait même du fait majoritaire, en réalité, vous allez avoir une réforme qui va réussir à passer, soit parce que c'est un fait majoritaire et que on va ici ou là combiner pour pouvoir rejeter la motion de censure, soit parce que vous avez... Mais à l'évidence, comment vous expliquez aujourd'hui, comment vous expliquez la dissension qui existe à ce point entre la manière dont la réforme a été votée et d'une façon qui est une façon verticale de l'opposition qui s'exprime par des millions de personnes qui sont jaunes et ah mais l'erreur peut-être c'est de ne pas être allé au vote. Mais ça c'est un autre débat. Simplement, je termine là-dessus. Vous ne pouvez pas considérer à partir du moment où vous avez des millions de personnes dans la rue pour s'opposer à une réforme des retraites, non seulement pour des éléments de fond, mais aussi pour des éléments de procédure dans la manière dont cette réforme a été imposée, que vous êtes face à un régime démocratique qui fonctionne. Ce serait un leurre des plus complets. Un leurre des plus complets. Ils manifestent pour leur retraite. Ils manifestent parce que pour le pouvoir d'achat, pour le coût de la vie. Ils manifestent pour l'inquiétude de l'avenir. Il y a un mélange de considérations. François Madieu, qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui, non, deux choses. D'une part, c'est qu'effectivement, le fait que notre démocratie, comme toutes les démocraties du monde, ne soit pas pure et parfaite. Oui, c'est comme on dit toujours le moins mauvais régime. Mais après, on peut toujours améliorer. Et effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être modifiés, c'est certain. Mais enfin, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, je crois qu'effectivement, c'est d'où les réactions. Mais sur un autre point, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur les, puisque c'est le sujet, sur les violences. À qui profitent les violences et Naïf qui va témoigner. Là. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? À qui ça profite finalement? Quand vous regardez lorsque vous avez, et d'ailleurs ça répondra à la question du caractère démocratique, quand vous prenez Notre-Dame-des-Landes, que je sache, il y avait eu beaucoup de votes, de référendums, de procédures, tout ça démocratiquement avait été plutôt conclusif, et c'était qu'il fallait, en l'occurrence, aller de l'avant et non pas reculer. Pourtant, c'est ce qui a été fait. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous prenez le résultat des violences en France depuis la Révolution française, elles ont toujours systématiquement et en général conduit à des effets positifs. Positifs, je veux dire, c'est des processus révolutionnaires, mais c'est les gilets jaunes, c'est régulier. Et d'ailleurs, le conflit que nous connaissons se résout en partie en ce moment en raison, comme malheureusement les syndicats l'avaient dit, des problèmes posés par les débordements. Et en effet, mais nous le savons très bien, c'est l'histoire nationale. Non, surtout dans le cas français, parce que la France est un pays marqué par cette tradition. Là, donc nous le savons très bien par comparaison internationale. Faut pas être naïf, nous le savons. Donc le fait que ça marche, tous les Français le savent. Et beaucoup de Français le déplorent, tout le monde le déplore ici. Il faut éviter d'en arriver là, mais on sait que ça marche. Personne n'est naïf.
Il est 11h47. Yves sera là dans un instant pour témoigner à propos de Sainte-Soline. Ensuite, j'en ai la parole à Sabrina Agresti-Roubache et nous terminerons. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h51. Il y a des manifestants sur les voies Gare de Lyon, donc le trafic est interrompu. C'est une forme de violence, mais une violence classique dans les manifestations. Hein, oui, mais ça c'est complètement classique. On a toujours vu ça. Bien, Yves est à Arcachon très vite. Hein. Yves, Jérémy, parce que j'ai peu de temps. Yves, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, non, par rapport à Sainte-Soline, on dit il y a eu blocage, il faut négocier, mais il y a eu une négociation et votre intervenant tout de suite l'a rappelé, Notre-Dame-des-Landes. Il y a des concertations qui sont en place. Simplement, à un moment donné, il y a des éléments qui refusent. Le résultat qui les déçoit des pourparlers, des négociations. Bon, à Sainte-Soline, ça a été négocié. Bon, pourquoi? Bon, il y en a qui refusent. Après, ils font, et là, les écologistes, il y a eu une négociation qui a été, qui n'a pas abouti selon leurs vœux. À ce moment-là, ils organisent une manifestation interdite, et à ce moment-là vient se greffer tous les éléments extrémistes, etc. Qui cherchent à en découdre. Le mécanisme existe, il a été respecté. Bien. Donc, comment peut-on faire? Bien, c'est une bonne question d'Yves. Le mécanisme a existé. Oui, comment peut-on faire face à cette violence venue tout à coup d'ailleurs, qui vient s'immiscer dans un conflit social? Comment peut-on faire? On les arrête tous? Non, mais comment peut-on faire? Moi, j'aimerais savoir. Ça dépend des sujets, pas mais déjà. En tout cas, pour ceux qui veulent casser, brûler et faire mal. Voilà, ça c'est déjà le préalable, c'est sûr. On arrête peut-être aussi avec le mépris gouvernemental. Juste une chose par rapport à nos forces de l'ordre. Là où on les applaudissait en 2016 quand il y a eu les attentats, maintenant on leur jette des cocktails Molotov et de l'acide. Donc à un moment donné, vous savez, se lever le matin. Moi, comme nous tous, on connaît des gens, on est dans la vraie vie. Se lever le matin et pas savoir que son mari ou sa femme risque de revenir le soir. À un moment donné, honnêtement, faut quand même rappeler le courage de nos forces de l'ordre. Moi, je le dis. Je le dis parce que je le pense. Je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai déjà vu. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais que la violence n'emmènera rien. Et tous ces petits bourgeois qui viennent s'encanailler ne gagneront rien à part le chaos. Et je vais vous dire, à un moment donné, ne pas réfléchir comme ça. On ne sait pas discuter normalement. Regardez, on n'est pas des gens normaux. Là, on discute pas. Normalement, si le monsieur vient de dire, il y a eu des discussions. Et quand il y a une... Non, mais je finis, Vincent. Quand il y a quelque chose qui sort de tout ça et qui ne convient pas, je fais quoi? Je casse tout, je brûle tout et je rentre chez moi. C'est ça le truc. Par exemple, moi, quand on n'est pas d'accord et que je perds, l'exemple de la réforme de retraite, lorsque vous avez un président de la République qui tourne en dérision la mobilisation populaire en disant finalement la voie démocratique s'est déjà exprimée et le peuple n'a pas son mot à dire parce que il aurait uniquement. Non, il le tourne mais pas. Évidemment, à partir du moment où vous avez une impossibilité, je veux dire, d'être pris en considération, je veux dire, dans vos différentes revendications et dans vos différentes réclamations, vous comprenez ce qui se passe. Moi, avec mes collègues, moi je pense que si vous voulez, moi je pense que le logiciel aujourd'hui, le logiciel de pensée, de toute façon, il suffit d'aller voir dans les manifestations. Je veux dire, c'est un déploiement complètement disproportionné des moyens de maintien de l'ordre pour justement entretenir tout le monde dans une logique d'intimidation. Il y a plein de manifestations qui sont parfaitement déroulées. Que faites-vous avec ces éléments perturbateurs? J'oublie encore une fois les centaines de milliers de personnes qui manifestent dans les rues de Paris à chaque fois. Mais que faites-vous avec les plus extrémistes? Encore une fois, si vous ne déployez pas des forces de police, comment faites-vous? Vous les laissez casser, brûler. Moi, je ne suis pas autorité judiciaire. Non, je vais pas prendre. Je suis ni autorité judiciaire ni autorité politique. Je pose la question puisque vous dénoncez le. Mais moi, ce que je dénonce, c'est la cause. C'est-à-dire, moi, je pense qu'effectivement, après, il peut y avoir, si vous voulez, il peut y avoir un traitement individuel des personnes qui peuvent casser, et qui, pour moi, à titre personnel, je pense, desservent les mouvements. C'est jamais qu'une conviction c'est une conviction que j'exprime. Mais simplement, je me dis, il serait parfaitement erroné, si vous voulez, de regarder la violence et pas ce qu'elle dissimule en termes, encore une fois. Non, mais la violence a de multiples formes. Ça, non, mais je crois il y a plusieurs types de circonstances dans lesquelles, une fois de plus, les violences se passent. Ça peut être Sainte-Soline, mais ça peut être les sujets sociaux, loi travail, retraite, etc. depuis des années. Et même Gilets jaunes, qui relèvent de ça en réalité. Quand vous prenez les sujets principaux sur lesquels nous avons eu des problèmes depuis 2016,
très clair. Ce sont des cas où, effectivement, ici, je vais être un peu, pas dire qu'il y a un pilote dans l'avion, mais disons que si on a les instruments pour mieux éviter d'en arriver là, offrir le prétexte qui vont permettre à des Black Blocs ou à ceux qui sont radicalisés de venir, d'agir, d'être présents. Regardez ce qui s'est passé depuis 2 mois. Les syndicats sont là, il fallait faire cette fameuse médiation plus tôt, calmer le jeu plus tôt, on peut le faire. Les Gilets jaunes, on a perdu 15 jours, 3 semaines, préjudiciables, qui d'ailleurs nous ont pourri la vie après pendant 2 ans. Il faut savoir que c'était possible plus rapidement. Beaucoup de parlementaires à l'époque l'ont dit. Je rappellerai qu'avant les fameux dimanches où les choses sont mal passées, des parlementaires ont dit on pourrait peut-être réfléchir à ces problèmes de taxes, voir le 80 km/h, je ne sais pas quoi. On pourrait peut-être tout de suite agir. Mais si vous voulez, on perd un peu de temps. Donc c'est pas un problème, c'est un problème qui n'est pas, c'est pas une dictature, c'est pas parce qu'on est dans une dictature. Parce qu'on n'a pas la culture du compromis en politique et de la médiation. Voilà, c'est un problème de culture nationale française qui, dans la dernière période, on a dégradé. Les choses vont moins bien en France parce que c'est vrai que le président, là-dessus, il relève pas du même monde, mais dans le passé, on savait mieux le faire, paradoxalement. Et du coup, maintenant, nos syndicats ont été affaiblis. On n'a pas toujours joué le jeu de la négociation préalable. Je pense que là, sur les retraites, il fallait le faire. On aurait dû le faire davantage. C'est évident, ça va être fait maintenant. Demandez-vous pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Ça, c'est manifestement une erreur. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on aurait pu le faire plus tôt. Donc, si on n'offre pas de prétexte à ces gens qui veulent tout casser, eh ben, ils ne seront pas là. On peut le faire. Alors, je ne dis pas qu'à Sainte-Soline, ça résoudra, parce que ça, pour les ZAD de Sainte-Soline, c'est autre chose. D'où le fait que je suis absolument favorable à la médiation. Et puis, effectivement, le monde a changé, la culture politique aussi. Sabrine Agresti-Roubache, vous êtes députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Vous êtes favorable à la médiation proposée par l'intersyndicale. C'est très intéressant. On va voir ce qu'en pense Fabien Roussel, qui est notre invité après midi. Merci, messieurs. Merci, madame. Merci d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h07. Dans un instant, nous recevons Fabien Roussel. Que va-t-il dire de cette médiation proposée par l'intersyndicale 10e journée d'action contre la réforme des retraites, journée à haut risque, 5 jours après un regain de mobilisation. Alors, le point sur les perturbations actuellement, Félix Mathieu. Oui, la circulation des trains reste limitée aujourd'hui. Forcément, 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2 en moyenne. Difficulté dans les transports parisiens où la RATP a réduit le trafic sur la plupart des lignes de métro et de RER. Se déplacer en voiture n'est pas forcément plus simple. 15% de stations-service à court d'au moins un carburant, conséquence de l'arrêt de 5 des 7 raffineries du pays, sans compter les blocages routiers comme ceux observés ce matin sur la rocade de Rennes et sur le périphérique nantais où la circulation était très délicate. L'éducation nationale annonce à l'instant 8,3% de grévistes chez les enseignants. 8,3%, c'est moins que ce que prévoyait la FSU, principal syndicat qui annonçait davantage 30% en primaire. Les centrales syndicales, en tout cas, le répètent, l'objectif c'est le retrait, mais le porte-parole du gouvernement a aussitôt refermé la porte ce matin, affirmant que la loi sur les retraites est derrière nous. Désormais, nous n'avons pas besoin de médiation pour nous parler, rétorque Olivier Véran au syndicat. En tout cas, au moins 150 rassemblements sont organisés dans le pays, 5 jours après le regain de la mobilisation. 1 million de manifestants jeudi dernier, selon le ministère de l'Intérieur, 3 millions selon les syndicats. Dispositif de sécurité inédit prévu aujourd'hui, selon le ministre de l'Intérieur. 13 000 policiers et gendarmes déployés, dont 5 500 dans la capitale. Fabien Roussel, notre invité. Dans quelques instants, vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h12. Merci d'être avec nous. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, est là. Fabien Roussel, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que vous demandez au gouvernement de saisir la balle au bond, de saisir la proposition de médiation faite par l'intersyndicale à propos de la réforme des retraites? Oui. Oui, 1000 fois oui. La porte est ouverte de la part des organisations syndicales. J'invite le gouvernement à mettre le pied dedans, à saisir la poignée et à commencer à discuter autour de la table d'une sortie de crise. Et donc à mettre en suspens cette réforme des retraites et à commencer à en parler. Vous avez vu ce que propose l'intersyndicale. L'intersyndicale propose d'ouvrir des discussions sur des points précis et notamment sur le financement
de la réforme des retraites. Mais parce que c'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet. Ça veut dire quoi? De trouver des solutions pour l'emploi des seniors. Ça veut dire trouver des solutions pour l'emploi en général, des jeunes, des seniors. Trouver des solutions aussi sur le financement et peut-être, pourquoi pas, une augmentation de certaines cotisations et certaines aides aux entreprises qui pourraient être annulées. Le cœur du sujet, c'est vraiment... Il y a deux projets de société qui s'affrontent. Celui des organisations syndicales et des forces de gauche, et celui du président de la République, de la droite, qui défendent leur projet de retraite. Les deux projets, c'est où le travail est une source de profit, et il ne faut surtout pas... taper sur le capital, sur les entreprises. Il faut faire travailler les salariés plus longtemps. Ça, c'est le projet du président de la République. Et il y a celui des organisations syndicales, que nous soutenons, qui dit le travail doit être une source d'émancipation. Il ne faut pas demander aux travailleurs de travailler plus longtemps. Il faut trouver d'autres sources de richesse pour financer une réforme des retraites. Il faut trouver d'autres sources de financement. Ce n'est pas aux travailleurs de travailler plus longtemps. Nous créons suffisamment de richesse pour financer une autre réforme des retraites. C'est sur ce débat-là, c'est sur ce point-là aujourd'hui qu'il faut pouvoir discuter. Et donc ça veut dire quoi? Hausse des cotisations sociales est une piste. Aller chercher dans les fonds, dans les réserves des caisses de retraite où il y a 130 milliards d'euros aujourd'hui de disponibles, c'est possible. Mettre en place une cotisation sociale sur les revenus financiers, les revenus, les dividendes, les plus-values boursières, etc. C'est aussi une piste qui est avancée, que nous avançons, mais qu'ont retenu aussi les syndicats. Bref, on a plusieurs pistes sur lesquelles nous pouvons ensemble jouer et trouver des solutions, une piste d'atterrissage sans faire peser sur les ouvriers, sur les salariés. Aujourd'hui, vous ne demandez pas, attention, parce que la sémantique est importante, vous ne demandez pas le retrait de la réforme des retraites, vous demandez la suspension de la réforme des retraites pour pouvoir discuter et pour pouvoir faire en sorte que cette médiation aboutisse. Mais franchement, depuis le début, oui, monsieur Bourdin. Vous demandez la suspension. Oui, monsieur Vous ne demandez pas le retrait. Mais suspension, retrait, non-promulgation, mais je vais vous dire, si je peux développer par une phrase plus que par un mot, c'est juste pour vous dire que nous n'avons jamais dit, en tout cas moi j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas besoin de réforme de retraite. Il y a besoin d'une réforme de retraite. Il y a besoin de mieux prendre en compte la pénibilité du travail. Il y a besoin de mieux prendre en compte les carrières hachées des femmes qui aujourd'hui sont obligées de travailler jusqu'à 67 ans pour ne pas subir de décote. Donc oui, il y a besoin d'une réforme des retraites. Il y a besoin d'augmenter les pensions, les plus petites pensions. C'est certain. Oui, il faut donc une réforme des retraites. Il faut donc trouver de l'argent. Ou on trouve de l'argent en faisant travailler les Français plus longtemps, ou on trouve de l'argent en faisant cotiser le capital. Voilà, plus. Et c'est donc un rapport entre le capital et travail. Et les salariés. Mais non, pas forcément. Pas forcément. Mais, ou les retraités. Ou les retraités. Non, les retraités, ils n'ont pas cotisé plus. Ils ont déjà le gouvernement leur a imposé la CSG et nous demandons à la retirer, cette CSG. Donc Monsieur Macron a déjà tapé suffisamment sur les retraités. C'est pas lui la CSG sur les retraités. Non, c'est Rocard. Mais Monsieur Macron a rajouté 2 taux de CSG. Il y en a 4 aujourd'hui, il y en avait 2 avant. Et il a augmenté la CSG, Monsieur Macron, quand même. Et c'était la colère des gilets jaunes, je vous rappelle. Donc, où on fait un effort sur les richesses que nous produisons, où effectivement, M. Macron demande aux travailleurs de travailler plus longtemps. Donc, il faut une réforme des retraites qui permette d'améliorer le système existant, mais sans demander aux travailleurs de travailler plus longtemps. Alors, vous avez déclaré, Emmanuel Macron crée un climat de guerre civile. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'à Sainte-Soline, c'est lui qui a provoqué la violence et un climat de guerre civile? Le président de la République, par son ton méprisant, son refus de discuter, la fermeture de toute porte, de tout dialogue, il crée dans notre pays de la radicalité, il pousse à la radicalité. Et cela conduit des extrémistes et une frange très minime des manifestants à avoir des comportements violents que je dénonce, sans aucune ambiguïté. Est-ce que vous dénoncez sans aucune ambiguïté les attaques contre les gendarmes mobiles à Sainte-Soline ou les CRS à Paris ou ailleurs en France? À chaque fois
qu'il y a eu des dégradations de biens ou d'attaques de la part de courants organisés, même, je pense, enfin, c'est pas des courants, c'est des militants extrémistes, comme les activistes, les Black Blocs, par exemple. D'ailleurs, ils s'en prennent aussi au service d'ordre de la CGT, des autres syndicats. Et donc, oui, cela, ils contribuent à détourner les manifestations de leur objet. Condamner donc les agressions sur les forces de l'ordre. Sans aucune ambiguïté. De la même manière, je trouve que la politique de maintien de l'ordre mise en œuvre par M. Darmanin dans la dernière période a considérablement aussi contribué à exciter la colère, parce que la politique de maintien de l'ordre, jusqu'à maintenant, elle se déroulait parfaitement bien. Il y a eu 8 manifestations sans aucun débordement. Or, depuis 2 manifestations, voilà que l'on a des braves, les escouades motorisées. Pas parce que les extrémistes sont arrivés dans les 2 dernières manifestations. Je vous pose la question. Qui de la poule et de l'œuf est arrivé le premier? On pourra toujours s'interroger. Donc les responsabilités sont partagées. Je fais une différence entre les manifestations pour défendre nos retraites et ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Ce sont 2 choses complètement différentes. À Sainte-Soline, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des militants communistes qui étaient sur place. Il m'a dit qu'ils étaient plusieurs milliers de gendarmes. Ils ont balancé 4000 grenades lacrymogènes quand eux étaient quelques milliers. Chacun a eu le droit à sa grenade lacrymogène, mais c'est allé au-delà de s'attaquer aux troupes violentes. Les gendarmes ont aussi canardé les manifestants pacifiques qui étaient là. Et entre nous, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour protéger un trou dans un champ dans lequel il n'y a même pas de bâche, il n'y a rien. Mais c'est aussi pour protéger les biens des agriculteurs locaux. Non mais c'est un champ. Qui ont leur champ dévasté. Oui, mais c'est un trou dans un champ. Il n'est même pas fait. Là, il y a un trou. La bassine, elle n'est pas terminée. Mais allez voir le terrain de l'agriculteur local. Hein. Oui, d'accord. Mais enfin, il y a autant de grenades lacrymogènes des gendarmes que... D'accord, bon... Ouais. Fabien Roussel. Il n'y aurait pas eu toutes ces forces de l'ordre, il n'y aurait rien eu. Selon vous, est-ce qu'il y a une complaisance de la part de certains mouvements politiques vis-à-vis de ces Black Blocs ou de ces extrémistes? Je ne vais pas parler pour les forces politiques. Je ne parle pas des communistes. J'en sais rien, moi. Non. Ça, faut les interroger. Eux, je vous dis, la position, pour nous, elle est claire, elle est sans aucune ambiguïté. Nous avons toujours manifesté de manière pacifique. Nous souhaitons pouvoir le faire. C'est du ressort du ministre de l'Intérieur de garantir que ceux qui manifestent pacifiquement puissent le faire. Nous devons être protégés, et y compris protégés des extrémistes qui viennent pourrir nos manifestations. Est-ce que, comme Jean-Luc Mélenchon, vous voulez faire tomber la Ve République? Je souhaite la transformer. Et pour qu'elle soit plus juste et plus démocratique. Aujourd'hui, elle arrive à terme. Et je fais d'ailleurs une proposition claire et nette. Supprimer le 49.3 de la Constitution. Rien que ça, s'il vous plaît. Il faut arrêter de faire tomber cette guillotine sur le Parlement. Bien sûr qu'on a besoin d'une nouvelle République, beaucoup plus... 6e République, vous êtes... Mais bien sûr, beaucoup plus démocratique, qui protège les Français de toute forme d'autoritarisme. Enfin, une réforme des retraites aussi importante que celle-là, on n'a même pas pu exercer notre vote. Monsieur Bourdin, moi j'ai été privé 11 fois de mon vote. Ça fait même pas 1 an que je suis élu député. J'ai été privé 11 fois de mon vote. C'est normal ça. C'est la démocratie. Les syndicats, ça fait plus de 2 mois qu'ils n'ont pas été reçus par le gouvernement sur cette réforme des retraites. Et maintenant, il a fallu toutes ces mobilisations pour qu'il y ait éventuellement peut-être une porte qui s'ouvre. Enfin... C'est vrai que vous allez faire la grève à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous irez siéger ou pas? Il y a une question que nous nous posons. D'abord, nous ne sommes pas adeptes de la politique de la chaise vide. D'abord. Donc, et y compris... Parce que vous avez dit les députés communistes pourraient ne pas aller siéger. Non. Nous nous interrogeons sur la manière dont nous allons tenir compte de ce qui se passe en ce moment. Il y a un gouvernement qui humilie le Parlement, qui nous empêche de pouvoir exercer notre droit de vote, rien que ça, qui a accéléré les débats, qui a jugé irrecevable des amendements de fond que nous voulions défendre pour montrer qu'on peut financer autrement une réforme des retraites, etc., etc. Le gouvernement donc a été dur à l'encontre du Parlement. Et aujourd'hui, il dit, ça y est, la réforme des retraites est adoptée, on passe à autre chose et roule ma poule. À un moment donné, on peut se dire non, non. On ne peut pas continuer comme si de rien n'était. Alors, quelle attitude allez-vous avoir? Eh bien,
Nous en discutons en ce moment avec nos collègues sénateurs, dans les heures qui viennent, et nous déciderons de l'attitude que nous allons avoir. Quelle pourrait être cette attitude? Je ne peux pas vous le dire. Non, mais nous, on est sur la table, vous avez une idée. On est démocratique, oui, donc on décide démocratiquement. Fabien Roussel, vous n'allez pas me dire, vous savez exactement quelles sont les possibilités. Ce que je peux vous dire, c'est que on mène une grande campagne. On mène une campagne depuis 2 mois contre la réforme des retraites. Mais aujourd'hui, il y a un autre sujet qui monte dans le pays, c'est un sujet démocratique. C'est-à-dire le sentiment pour les Français que nous avons affaire à un gouvernement autoritaire qui impose un texte de loi, qui n'écoute ni les syndicats, ni les salariés, ni les parlementaires. Et donc, cette question-là démocratique, nous souhaitons la porter. Comment nous allons le faire? Quand nous allons le faire, vous le saurez prochainement, mais nous y travaillons. Et nous avons tout, sans pratiquer de la même manière la chaise vide, parce que si demain il y a des textes de loi qui arrivent, mauvais, pas bon, il faut bien qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse aussi dire ça va pas et pour quelle raison. Donc il faut qu'on trouve les formes. C'est extrêmement compliqué, mais c'est pour ça que cette République, elle est aussi à bout de souffle. Elle permet à un gouvernement de mettre un bâillon sur le Parlement, d'imposer des textes de loi, et elle nous laisse à nous peu de moyens, en somme, de pouvoir nous exprimer. Et quand on manifeste pendant 2 mois de manière pacifique, le gouvernement dit, on s'en moque de combien vous êtes, on s'en moque que vous soyez nombreux, on passe en force. Et ça pose des questions quand même. Moi, je vous retourne la question. Comment on fait pour se faire entendre? Moi, j'ai pas la réponse. Moi, quand j'ai discuté avec les gens de chez moi ce week-end, ils me disaient, Monsieur Roussel, mais comment on va s'en sortir? Et moi, je leur retournais la question, mais qu'est-ce que vous proposez? Comment on peut faire? La violence, je l'écarte. Je le dis d'emblée, la violence, je l'écarte comme solution. Remettre en cause les institutions, je l'écarte. Je respecte les institutions. Je veux les changer, les institutions. Mais aujourd'hui, je les respecte telles qu'elles sont. Donc qu'est-ce qu'il nous reste comme moyen pour nous faire entendre? C'est quand même un vrai sujet, ça. Dans l'Ariège, second tour d'une législative, quelle consigne de vote? Pour qui les communistes doivent-ils voter? Enfin, doivent-ils? Quel conseil leur donnez-vous, quoi? C'est pas, ils feront ce qu'ils veulent. Mais... D'abord, j'écoute les conseils des communistes locaux. Et je respecte, nous sommes un parti démocratique, ce que me disent mes camarades localement. De la première circonscription de l'Ariège. Les communistes localement ont émis le souhait d'être un peu plus associés à la campagne de Bénédictorine, de une. De deux, le logo du Parti communiste figure sur le matériel de campagne et il y est. Je crois qu'il y sera aussi pour le second tour et les électeurs choisiront. Et vous engagez, mais sans trop vous engager, quoi, Fabien Roussel. Parce que 2 candidates de gauche, c'est difficile de choisir, non? Je me dis que surtout une candidate socialiste qui n'est pas soutenue par les socialistes. Le Parti communiste français. Vous êtes un peu gêné, là, je sens. Non, regardez, monsieur Bourdin, je vous le dis, les yeux dans les yeux. Oui. Le Parti communiste français soutient Bénédictorine. Et de toute façon... Et vous vous réjouirez si Martine Froger est élue. Non, je suis d'abord content qu'il n'y a pas de menace ni de droite, ni d'extrême droite. Enfin, la leçon de ce scrutin, c'est que la candidate macroniste, elle prend 10 points dans la vue, et l'extrême droite, dont tout le monde disait qu'ils ressortent plus forts de ce conflit, ne figure pas au second tour. Et donc, quoi qu'il arrive, la gauche l'emportera. Les jours heureux sont devant nous. Voilà, c'est le livre que vous publiez aux éditions du Cherche Midi. Du Cherche Midi, dans lequel je parle beaucoup des retraites et des défis que la gauche doit relever. J'y crois aux jours heureux. Refaire de la dignité de la classe ouvrière la richesse de la nation. Ce sont les derniers mots de votre livre que j'ai relevés. C'est l'avenir. Merci. Merci, monsieur Bourdin. Merci à vous, Fabien Roussel. Il est 12h27, André Berkoff.